Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission qui fait suite à une première émission diffusée le 1er mai intitulée « Faites le travail », une émission qui a abordé la question globale du travail, de cette transformation, mais aussi qui voulait mettre en avant des propositions de transformation profonde du travail qui font écho à cette crise sanitaire que nous vivons actuellement et de laquelle nous ne sommes malheureusement pas encore sortis. Pour cette deuxième émission, nous allons aborder la question des droits sociaux et de la sécurité sociale, émission que nous avons intitulée « Distance sociale ». Cette crise sanitaire va forcément augmenter les inégalités. On l'a vu, les personnes qui étaient déjà précarisées ont subi de plein fouet des diminutions de revenus et dans le futur, suite à des pertes d'emploi ou à des fins d'activité économique, d'autres personnes risquent de basculer dans cette précarité. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller, avec plusieurs acteurs et associations, à la recherche de propositions concrètes qui permettent demain de changer, de mettre en place de nouveaux systèmes pour garantir des droits sociaux au plus grand nombre de citoyens en Belgique. Et ces propositions s'inscrivent bien sûr dans des revendications plus larges d'éradication de la pauvreté et du relèvement des minima sociaux. Mais aujourd'hui, on va travailler effectivement sur 6 propositions concrètes portées par des acteurs qui travaillent ces sujets depuis un certain temps. On reprend le même principe de la dernière émission, à savoir un proposant et 2 intervenants qui viendront débattre et de voir la praticabilité et le potentiel de ces propositions. Nous allons aborder des sujets assez larges, des besoins quotidiens finalement de monsieur, madame, tout le monde, à savoir le logement, l'accès à l'énergie, l'alimentation, mais aussi des aspects beaucoup plus concrets tels que le financement de la sécurité sociale. Voilà, sans plus attendre, on vous propose d'écouter la première proposition. Ce que cette crise du coronavirus a mis en évidence, c'est que nous n'avons pas été tous et toutes confinés dans les mêmes conditions de logement. Et donc, le non-accès à un logement décent pour tous les citoyens est apparu de manière criante, alors qu'au final, à chaque fin de mois, nous devons tous nous acquitter des loyers. La perte de revenus qui a été subie par environ 60% des ménages belges aura un impact direct sur le paiement des loyers et aussi sur l'endettement des ménages. Pour essayer de contrer cette situation dramatique qui arrive, nous vous proposons une première proposition qui souhaite faire du logement un véritable droit. Pour porter la proposition numéro 1, nous accueillons Sarah Delade d'Action Logement Bruxelles. On vous écoute. Bonjour, merci beaucoup. Donc, je fais partie d'un collectif qui s'est créé pendant le confinement, qui regroupe des locataires en galère, des militants et des travailleurs du secteur logement. Nous, on part d'un constat assez simple et documenté, c'est que le mal-logement, le sans-abrisme, la concurrence de tous contre tous sur le marché locatif, la peur de perdre son toit et l'exploitation des locataires qui doivent dépenser jusqu'à 40 à 60% de leurs revenus pour se loger, tout ça, c'est le produit d'un marché privé et dérégulé, du sol et des logements, dans un pays qui a fait de la propriété privée un droit relativement absolu. Cette situation, ce n'est pas un fait naturel, c'est une création sociale. On peut en imaginer d'autres, et on pense vraiment que toute proposition qui s'inscrit dans le renversement du rapport entre droit de propriété et droit au logement, c'est ce qu'il faut faire pour que finalement on puisse concrétiser le droit au logement. Notre proposition, elle tient en 4 points. Mais avant toute chose, il y a une petite proposition qui est très importante et que je voudrais porter parce qu'on peut la mettre en place dès demain. C'est l'interdiction complète des expulsions. Les expulsions, elles produisent du sans-abrisme, elles produisent des traumatismes. L'existence de la possibilité d'être expulsé, ça crée des angoisses immenses et ça amène aussi des ménages à accepter des conditions de logement indignes, voire dangereuses. Donc dès maintenant et pour toujours, aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires accédants, c'est-à-dire ceux qui remboursent le loyer à une banque, le logement qu'ils essayent d'occuper, eh bien, on interdit les expulsions. Par ailleurs, le premier point de ma proposition, c'est l'annulation des loyers non perçus pendant les mois de crise économique. Parce qu'en fait, sortir d'une crise économique avec des ménages qui seraient encore plus endettés, même si c'est à taux zéro, ce ne serait pas du tout une victoire. Pour les grands propriétaires, en fait, la perte de ces revenus, elle ne menace pas leurs conditions d'existence. Dans le pire des cas, elle menace une partie de leur capital immobilier. Par contre, pour les propriétaires bailleurs pauvres, éventuellement, on propose un renversement de la charge de la preuve, qui est ma deuxième proposition. C'est-à-dire passer d'un système où c'est le locataire qui demande de l'aide en montrant qu'il est très pauvre et en devant un peu mendier, à une situation dans laquelle c'est au propriétaire à expliquer qu'il a besoin d'une aide parce que son locataire ne peut pas payer la totalité du loyer qu'il demande.
Pour les petits propriétaires qui occupent une place importante dans les médias, même s'ils ne sont pas nécessairement aussi majoritaires que ce qu'on peut le croire, ça peut vraiment changer la vie. Et puis, pour les gros propriétaires, ça évite un transfert d'argent public vers le privé. Les impôts n'ont pas à servir à maintenir le rendement du capital et de la propriété des riches. Le contrôle et la baisse des loyers, ça c'est notre troisième proposition. Donc, c'est-à-dire que pour permettre la perception d'un impôt sur les revenus locatifs, ce qui n'est pas le cas actuellement, je le rappelle, et pour pouvoir différencier les petits propriétaires des gros propriétaires, pour éviter que l'argent public soit distribué d'une façon à être absorbé par le marché immobilier à la fin, il faut contrôler les loyers. Pour baisser la pauvreté, il faut baisser les loyers. Ça demande la mise en place de structures administratives qui permettent de vraiment connaître le marché locatif. Mais on pense que si on reste sur un marché privé, on ne peut pas se passer de ce contrôle et de cette baisse des loyers. Quatrième point, c'est socialiser au fur et à mesure le parc de logements et accepter une dévaluation des valeurs foncières. En fait, avec la crise économique, il y a de nombreux ménages qui risquent de mettre leur logement en vente parce qu'ils ne vont pas réussir à rembourser leur traite auprès de la banque. Et donc, on risque de voir affluer un nombre important de logements sur le marché immobilier. Et du coup, on risque de voir les prix, les valeurs foncières diminuer. Ça, c'est l'occasion pour qu'on socialise le parc, qu'on le rachète massivement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter que ce soit des entreprises privées qui rachètent ce parc, comme ça a été le cas dans les villes du sud de l'Europe. In fine, ces rachats et cette collectivisation peuvent prendre des formes hyper variées, mais il s'agit d'agrandir le parc public et collectif pour se sécuriser tous sur le logement sans devoir passer par la propriété privée individuelle. Ça permettra aussi d'avoir un meilleur contrôle sur la spéculation immobilière, de rendre le foncier moins attractif pour les investisseurs et donc de faire du droit au logement une réalité effective. Pour répondre à Sarah Delatte, nous accueillons d'une part Thomas Dawans, qui est doctorant à la VUB et qui est ancien chargé de mission au Community Land Trust, et Benayat, qui est travailleur social à l'Union des locataires anderlechtois Kuregem. Bonjour à tous les deux. Je vais poser la première question à Thomas. Thomas, Sarah nous a présenté une proposition pour faire concrétiser le droit au logement, et cette proposition propose de se baser sur l'inversion du rapport entre le droit à la propriété et le droit au logement. Est-ce que vous pourriez rebondir sur les différentes pistes que Sarah nous a amenées ? Effectivement, donc sa proposition était multiple. Elle parlait d'interdire des expulsions ou d'annuler les loyers non perçus. Évidemment, ce genre de mesure semble nécessaire. On peut se poser la question du rapport de force, évidemment, qui existe entre les locataires. Le droit au logement est une matière très individuelle et on sent que c'est difficile de construire un rapport de force. Donc, il faudra réfléchir aux moyens à mettre en œuvre. Le syndicat des propriétaires a déjà fait opposition au moratoire sur l'expulsion des logements sociaux, des logements aujourd'hui dans le cadre du Covid. Donc il faut voir comment introduire un rapport de force. Il y a peut-être une piste à travers les commissions paritaires locatives. D'un autre côté, on a des exemples étrangers comme à Berlin où un gel de 5 ans a été prévu. Il faudrait donc voir comment on peut l'étudier. La loi Watley en Belgique prévoit normalement qu'un propriétaire ne peut pas indexer à l'aveugle comme ça son bien quand il passe d'un locataire à un autre, mais elle n'est pas respectée. Donc il faut voir comment clairement pouvoir jouer là-dessus. Même chose pour les petits propriétaires qui sont mis en danger face à la crise. Quand on voit, on pourrait s'inspirer du mouvement PAH à Barcelone, où vraiment, face à des expulsions nombreuses, les propriétaires se sont ligués pour pouvoir réaliser un rapport de force plus important auprès des banques et des organes de crédit. Sur l'idée de la charge de la preuve, bon, ce qui est certain, c'est que l'allocation logement, un chèque qui serait donné au locataire qui ne s'est pas payé, les études montrent que si ce n'est pas articulé à un encadrement des loyers, ça constitue finalement un effet d'aubaine pour les propriétaires et ça ne règle pas le problème. Donc l'idée est intéressante, le tout est donc de voir comment on peut inscrire un encadrement qui correspondrait un peu à cette idée de l'inversement de la charge de la preuve. Pour ça, le Luxembourg a en fait un programme d'encadrement des loyers qui est intéressant, qui part de l'idée de demander au propriétaire savoir quel était le montant investi dans l'achat de son bien et dans les travaux, et en fonction de ça, de dire, de ce prix-là, tu ne peux pas, sur un amortissement de quelques années, tu ne peux pas
exiger plus que 5% de bénéfices, par exemple. Et donc, à un moment donné, on peut juguler la hausse des prix en fonction de ce que le propriétaire a effectivement dû investir dans son bien, histoire que lui puisse continuer à payer ses crédits. Par ailleurs, évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir si ça peut freiner l'investissement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encadrer les loyers, le marché, on peut élargir les marchés existants, c'est-à-dire, ça renvoie à la question de mobiliser tous les logements neufs. On sait que, tous les bâtiments vides. On sait aussi que la région est limitée, donc elle n'a pas énormément de réserves foncières. Du coup, ça pose toute la question de la densification qu'on peut suggérer, mais qui pose des tas de problèmes sociaux dans les quartiers aussi que de densité très fort. Et donc, la question, c'est de savoir comment on peut finalement resocialiser le parc existant. Et là-dessus, on peut quand même faire référence justement à l'arrivée dans le paysage du Community Land Trust, qui peut-être demain pourrait vraiment servir de soutien à tout un mouvement coopératif en matière de logement. Beaucoup de coopératives tentent aujourd'hui d'offrir des réponses de logement innovantes dans leur gouvernance et d'accès social, sur base d'une réponse citoyenne, de moyens citoyens, mais n'y arrivent pas avec les prix du marché. Et donc, l'idée, c'est qu'en investissant dans une enveloppe en Community Land Trust qui permettrait à ce moment-là d'acheter un terrain et de le sortir de la spéculation, permettrait demain alors à des coopératives d'acheter les briques sur ces terrains gérés en commun et d'accroître la socialisation du parc. Et donc justement, par rapport aux différents modèles de socialisation, tu as évoqué les agences immobilières sociales. Quel rôle jouent-elles aujourd'hui et quelle est la limite de ce modèle? Donc, ce que nous, on constate dans l'agence immobilière sociale d'Anderlecht, je crois que c'est un constat qui est fait ailleurs aussi, c'est qu'on a deux types de propriétaires qui nous contactent. Le petit propriétaire qui habite en Wallonie ou en Flandre, qui n'a pas le temps de s'occuper de son patrimoine, ça c'est un, on va dire trois. Vous l'avez oublié. Hein. Le deuxième, c'est le propriétaire qui vous appelle et qui vous dit le mois prochain, je vais signer pour un appartement, ça vous intéresse de le prendre en gestion. Et puis le troisième, c'est les promoteurs qui, eux, vous contactent en vous disant, voilà, je représente un fonds d'investissement, on est intéressé par l'achat d'un terrain. Si vous avez des idées, donnez-nous. Enfin bref, on devient pratiquement rabatteur, quoi. Donc, j'en ai reçu 2-3 comme ça qui viennent et on discute, comment fonctionnent les AIS, le système, les mandats de gestion, etc. Et quand on arrive sur la question du temps de gestion, je leur demande combien de temps vous voyez ça. Ils disent 12 ans, ok, d'accord, oui. Je dis, et après vous faites quoi? Ils disent, après on vend. Je dis, et nous on fait quoi des locataires dans 12 ans alors? Donc on va se retrouver avec un immeuble ou deux immeubles de 50 logements, et puis dans 12 ans, le mandat de gestion s'arrête. Et donc le risque qu'on risque d'avoir, je pense que le risque qu'il y a, qui peut arriver maintenant, c'est que si les AIS signent trop de mandats de gestion avec ce type de promoteur, ça veut dire dans 15 ans, il y a un moment où le système va sauter complètement, quoi. C'est clair qu'on va se retrouver avec des gens expulsés parce que les logements sont vendus. Donc ça, c'est un risque qui devient... Donc nous, en tout cas à Anderlecht, on a choisi de pas jouer cette carte-là, quoi. On prend des logements avec une croissance lente et on prend on prend pas 50 logements en une fois parce que c'est pas intéressant et qu'au niveau de l'organisation du travail, c'est aussi très compliqué pour les travailleurs. Alors il y a des tas de raisons, mais la raison spéculative est quand même importante, quoi. Maintenant, il y a autre chose que moi je voudrais dire par rapport à quand on parle de socialisation. Ça, c'est un constat qu'on peut faire dans le logement social comme dans les agences immobilières sociales, c'est on met en place tout un système de gestion immobilière. Ça, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Mais il y a une autre question qui est derrière, c'est la dernière lettre de l'agence immobilière sociale. C'est le côté social. C'est quelles sont les politiques qui sont mises en place pour qu'on ne devienne pas simplement des gestionnaires de logements qui expulsent parce que le locataire ne paye pas et finalement, on devient juste des
des agences immobilières. Donc, pour moi, à ce niveau-là, il y a un problème, que ce soit dans le logement social et dans les agences immobilières sociales. Je pense qu'il faut beaucoup plus réfléchir, développer des partenariats avec des associations, avec des CPAS, avec des travailleurs sociaux qui vont mettre en place des filets de protection des locataires. Ce qu'on retient de cette proposition, c'est d'une part qu'elle invite à repenser le rapport de force entre les propriétaires privés de logements et les locataires en difficulté de paiement. Elle appelle aussi les pouvoirs publics à réinvestir le champ du logement, qu'il soit public simplement ou public social, et de le faire d'une manière durable, puisque le logement a cette caractéristique d'avoir une haute valeur spéculative et qu'à terme, ça peut reposer des problèmes pour des locataires qui habitent des logements sociaux. Nous enchaînons avec notre deuxième proposition qui touche aussi à un besoin vital, la question de l'eau. Aujourd'hui, des personnes subissent encore des coupures d'eau courante pour non-paiement de factures. Pendant cette période toute particulière de confinement, des mesures de protection ont été prises et les coupures sont aujourd'hui interdites. La proposition portée par Chloé Deligne, l'eau comme commun énergétique, nous invite à imaginer un monde où demain, les coupures seraient interdites. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Chloé Deligne, qui nous a réservé une petite surprise. Chloé Deligne est chercheuse à l'ULB. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a beaucoup d'indicateurs qui semblent montrer qu'on est confronté à un problème, mais qui est difficile, qui est peu visible et généralement sous-estimé, c'est celui de la vulnérabilité hydrique. La vulnérabilité hydrique, c'est le fait de ne pas avoir accès à l'eau de manière aisée, en quantité suffisante et de qualité suffisante pour remplir des besoins de base. Ces indicateurs qui nous permettent de sentir en fait cette augmentation du problème sont soit liés à la facture d'eau ou à la difficulté du paiement de la facture d'eau. Le nombre de plans de paiement, donc de personnes qui demandent à échelonner le paiement de leur facture d'eau, a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années. Le nombre d'annonces de coupures d'eau a lui aussi considérablement augmenté, tout comme le nombre de coupures effectives du service de l'eau à domicile pour des gens qui n'ont pas réussi à honorer le paiement de la facture. À côté de ces indicateurs liés au paiement de la facture, en fait, on peut ajouter un grand nombre de personnes qui sont en vulnérabilité hydrique, mais qui sont difficilement accessibles via des données statistiques ou comptables. Ce seraient tout d'abord les personnes qui, même sans demander de plan de paiement, ont des difficultés à payer leurs factures, parce qu'elles ont des petits revenus, parce qu'elles sont dans des conditions précaires, et qui se rationnent éventuellement pour honorer cette facture. On a aussi le nombre de logements qui sont mal équipés en eau. Le nombre de logements à Bruxelles qui n'ont pas de salle de bain ou pas de douche, voire pas de WC intérieur, est de l'ordre de 2 à 3% encore aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il y a quand même quelques milliers de personnes qui habitent ces logements et qui sont derrière ces fournitures insatisfaisantes en eau. Et puis il y a tout simplement le nombre de personnes qui n'ont pas de logement ou qui ont des logements de passage et qui régulièrement sont confrontées au non-accès à l'eau. Alors, il y a plusieurs facteurs explicatifs qui permettent d'expliquer pourquoi ce phénomène est en augmentation. Il y a d'abord tout simplement l'augmentation du prix de l'eau. C'est un premier facteur, combiné à une précarisation très forte de la population bruxelloise au cours des 10 ou 20 dernières années, diminution des revenus et augmentation du prix du logement assez faramineuse à Bruxelles. Il y a aussi le fait que la compagnie qui distribue les eaux a encouragé une annualisation de la facture d'eau, c'est-à-dire le fait que vous payez plutôt une fois par an une grosse somme que des petites sommes tous les mois. Cela a été décidé pour essayer de diminuer les frais liés à l'envoi de courrier postal. La compagnie a aussi encouragé la pose de compteurs individuels. Le problème du compteur individuel, c'est qu'il ne vous protège pas contre la coupure. Enfin, il y a aussi le problème de la tarification qu'on appelle progressive et solidaire, qui, en très gros, vous font payer plus cher les mètres cubes. Enfin, plus vous consommez de mètres cubes, plus vous payez cher le mètre cube. Et donc,
comme c'est basé sur des relevés officiels du nombre de personnes qui habitent le logement, ça peut avoir beaucoup d'effets pervers, c'est-à-dire qu'on considère que vous êtes seul pour une consommation très forte, alors qu'en fait, dans le logement, vous êtes non pas 1, mais plutôt 3, 4, 5. Il y a d'autres effets pervers, notamment la fuite. Que faire en cas de fuite? Votre consommation augmente extrêmement, mais vous êtes toujours seul derrière le compteur. Enfin, il y a le fait que depuis 2014, on ait brisé la solidarité de paiement entre le propriétaire et le locataire d'un immeuble. Donc, tous ces facteurs combinés font que honorer sa facture d'eau est devenu particulièrement difficile à Bruxelles. Les compagnies, en général, qu'elles soient privées ou publiques, disent mais c'est quand même normal de payer une facture d'eau puisqu'il y a un service qui est rendu à la population. C'est un argument qu'on entend tout le temps. À cet argument, il y a plusieurs choses qui sont opposables, je dirais. D'abord, et surtout quand la compagnie est un service public, c'est de se dire qu'un service public d'un bien de première nécessité, quelles que soient les circonstances, doit fournir un service à tous les habitants, quelles que soient leurs conditions de vie ou leur statut. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est de dire l'eau payante, c'est quand même une nouveauté au niveau de l'histoire. À Bruxelles, jusqu'en 1855, pour être assez précise, l'eau était gratuite. L'eau était gratuite, on pouvait, alors pas forcément dans le logement, quoique il y avait des citernes, etc. Mais elle était accessible dans des sources, des fontaines, etc. Le troisième argument qu'on peut rétorquer, c'est de dire on peut éventuellement entendre l'argument qu'il y a effectivement un service coûtant éventuellement, mais pour cela il faudrait que par ailleurs il y ait un accès public à l'eau dans l'espace public ou dans les espaces communs. Ce qui aujourd'hui à Bruxelles est absolument pas le cas. On pourrait même dire que c'est une ville particulièrement aride du point de vue de l'accès à l'eau dans ces espaces publics et communs. Une dernière chose aussi qui explique l'augmentation probable du phénomène de vulnérabilité hydrique, c'est le fait que la compagnie entend augmenter ses tarifs de l'eau prochainement pour des raisons qui ne sont absolument pas liées à la consommation d'eau, mais qui sont liées au coût auquel elle doit faire face pour assurer le service d'évacuation et de traitement des eaux. Et donc dans ce contexte-là, en fait, le problème de vulnérabilité hydrique risque d'augmenter considérablement à Bruxelles. Pour toutes ces raisons, je vous propose la recommandation suivante, ou en tout cas la proposition suivante, pour éviter l'augmentation du problème, c'est de dire que l'accès à l'eau doit être garanti à toute personne et en toutes circonstances, en quantité suffisante et en qualité suffisante pour assurer ses besoins, que l'eau doit être gérée comme un bien commun et non comme une marchandise ou un service. Pour répondre à Chloé Deligne, nous accueillons deux intervenants. D'une part, Véronique Van der Plan, qui est juriste au Centre d'appui énergie de la Fédération des services sociaux, et d'autre part, Bernard Baraquet, qui est directeur de recherche au CNRS. Bernard Baraquet, je m'adresse directement à vous. Que pensez-vous finalement de cette proposition de Chloé Deligne ? Est-ce que si l'eau est envisagée comme un bien commun énergétique, ça signifie de facto qu'on interdit les coupures ? Et est-ce que vous avez connaissance de mécanismes de ce style dans d'autres pays et comment est-ce qu'ils ont été mis en œuvre ? Alors, je ne connais pas tous les dispositifs qui existent dans le monde, mais il y a un pays voisin de la Belgique où on interdit de couper l'eau, c'est la France, c'est mon pays. Et ça s'est passé par une loi qui s'appelle la loi Brottes, qui, immédiatement après avoir été votée, a fait l'objet d'une expérimentation sur une 50aine de villes. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que la difficulté de mettre en œuvre l'expérimentation, qui en fait comporte deux dimensions, sanctionner ceux qui gaspillent de l'eau, mais en même temps protéger les plus démunis, je prétends que ce sont des objectifs difficiles à atteindre en même temps, voire très difficiles à atteindre en même temps, et par conséquent, cette loi fonctionne pour le moment assez mal. Mais, et en particulier, elle fonctionne mal dans les immeubles collectifs. Mais pour répondre à Chloé Deligne, je vais rajouter quelque chose. Ce n'est pas nécessaire que l'eau soit considérée comme un bien commun, cette espèce de slogan, à mon avis, un peu naïf, pour avoir envie de remunicipaliser l'eau. On remunicipalise l'eau. Paris a remunicipalisé son eau, comme Grenoble avant, comme d'autres villes. De plus en plus, il y en a un certain nombre en France. Ce n'est pas très important non plus, mais
on peut remunicipaliser l'eau et on continue à recevoir des factures. Tant qu'on reçoit des factures, le service de l'eau reste un service à caractère commercial. Et pour les économistes institutionnalistes, ça ne veut pas du tout dire bien commun, ça veut dire bien de club agrémenté des contraintes, des fameuses contraintes du service public, qui d'ailleurs ont été mis au point en Europe et notamment en France. Alors, les contraintes, c'est égalité d'accès, universalité, continuité du service et un quatrième principe moins connu qui est un principe de mutabilité qui impose à l'opérateur d'introduire les innovations en contrepartie du fait qu'il a un monopole. Donc voilà, ça c'est des choses relativement précises. Donc, je veux dire, tant qu'on envoie des factures et qu'on paie au volume, vous demandez à n'importe quel Américain, c'est pareil, ils ne considéreront pas que c'est un bien commun. Alors qu'eux, ils savent ce que c'est qu'un bien commun quand on s'adresse à la ressource en eau. Mais, excusez-moi, le plus provocateur que je peux dire, c'est qu'à Paris, il y a seulement 93 000 compteurs pour plus de 2 millions d'habitants. Ça veut dire qu'en fait, il y a un compteur par immeuble. Eh bien, figurez-vous que quand il y a un seul compteur par immeuble et qu'on envoie une seule facture à tout l'immeuble et qu'ensuite on la répartit proportionnellement, non pas au volume consommé par les gens, chaque famille, mais par des surfaces, là, on traite l'eau à l'intérieur de l'immeuble comme un bien commun. Et donc, j'en arrive à dire, le plus grand des paradoxes, c'est que ces gentils militants qui veulent protéger les gens qui ne payent pas, ils pourraient tout simplement comprendre que garder la tarification collective en pied d'immeuble et mettre en place des règles de partage à l'intérieur de l'immeuble qui soient basées sur d'autres règles que les volumes consommés, ben je peux vous faire la preuve, quand vous voulez, que ça conduit à faire payer l'eau moins cher aux familles nombreuses, et notamment aux pauvres, et plus cher aux personnes seules. Voilà. Donc, vous voyez comment ça marche. Voilà ce qu'on peut dire sur l'eau comme bien commun et le bémol qu'il faut mettre. Merci Bernard. Je me tourne maintenant vers Véronique. Véronique, est-ce que la proposition de Chloé Deligne permet de travailler la question de la vulnérabilité hydrique ? Ou y a-t-il des effets pervers derrière cette proposition ? Et aussi, y a-t-il d'autres dispositifs à penser pour garantir l'accès à l'eau de qualité à toutes et tous ? Alors d'abord, ce qu'on voudrait dire au Centre d'appui social énergie, c'est que l'eau, en fait, est une ressource indispensable à une vie quotidienne digne. Donc ça demande effectivement qu'on pense constamment comment organiser une solidarité sociétale pour que tout le monde ait un approvisionnement continu à l'eau, mais aussi une solidarité des individus les uns vis-à-vis des autres. Et donc ce que dit Bernard Barraquet est très intéressant par rapport au maintien des compteurs collectifs. Alors, en fait, pour nous, ce qui devrait orienter toute politique, c'est en fait que chaque personne puisse utiliser de l'eau en fonction de ses moyens et chaque personne utiliser de l'eau en fonction de ses besoins et contribuer en fonction de ses moyens. Et donc, on voit en fait que, si je prends la région bruxelloise, c'est très intéressant de voir que ce n'est pas vraiment vers cela qu'on va. Parce qu'en région bruxelloise, pour donner un chiffre, il y a 570 000 unités de logement et il y a 200 000 compteurs individuels. Donc, il y a 370 000 logements qui sont sur des compteurs collectifs. Donc, aujourd'hui, le compteur collectif l'emporte. Or, il y a un grand mouvement pour dire mais il faudrait qu'il y ait des compteurs individuels partout parce qu'il faut qu'il y ait un compteur, une facture. Mais ce que les gens oublient, c'est que le résultat de cette équation, c'est un compteur, une facture, une coupure. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'être dans un immeuble collectif avec la répartition de la facture protège aussi contre la coupure, puisqu'on ne peut pas couper un immeuble collectif. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a des îlots de solidarité qu'il faudrait préserver. D'autant plus que quand on voit la pose d'un compteur coûte 600 €. Donc, si on devait augmenter, généraliser les compteurs individuels, ne fût-ce que 200 000 compteurs individuels en plus en région bruxelloise, ce serait un budget de 120 millions d'euros, ce qui est colossal. Le Fonds social de l'eau en Belgique, à Bruxelles, c'est même pas 2 millions d'euros. Et là, on investirait 120 millions d'euros dans des compteurs individuels. Donc, à notre sens, c'est intéressant de garder cette idée de compteur collectif. Mais il y a une autre chose qui serait importante aussi, c'est de revoir fondamentalement les tarifs. Parce qu'aujourd'hui, tant en région bruxelloise qu'en région wallonne, on applique une tarification progressive dite solidaire. Donc l'équation de ça, c'est de dire les gens consomment proportionnellement à leurs revenus.
que les gens qui seraient relativement pauvres consommeraient très peu, seraient même en autoprivation, et les gens qui ont les moyens, parce qu'ils ont une piscine, consommeraient beaucoup. En fait, cette équation est tout à fait déjouée par la réalité. On voit qu'il y a des gens extrêmement précarisés qui consomment beaucoup parce que leur logement est avec des équipements qui sont de mauvaise qualité, et donc ils consomment beaucoup, et qu'il y a des gens riches qui consomment peu parce qu'ils mettent une citerne, un réservoir d'eau qui coûte en moyenne 2000 €, et ça leur fait des économies de parfois 45% de consommation d'eau parce qu'ils ont une citerne qui permet d'alimenter la chasse d'eau, etc. La chasse d'eau, la machine à laver, faire le ménage avec l'eau de la citerne. Et donc, on voit que cette tarification progressive qui dit que plus on consomme, plus les tranches de consommation seront élevées, en fait, sont gravement défavorables à un public défavorisé. Et donc, parce que les grosses consommations d'eau sont souvent des consommations d'eau non maîtrisées. Et donc, ce que nous, on proposerait, en fait, c'est de revenir à une tarification linéaire, d'une part, mais aussi d'extraire de la facture d'eau tout ce qui sont les taxes d'assainissement. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand vous payez un mètre cube d'eau, par exemple, le prix moyen à Bruxelles, c'est 3,3 €. Eh bien, il y a 1,5 € sur ces 3,3 qui sont en fait les taxes pour l'égouttage et pour l'assainissement de l'eau. Or, en fait, les gens payent ces taxes en fonction du nombre de mètres cubes consommés. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes précarisées qui sont obligées de consommer beaucoup de mètres cubes et elles ont peu de revenus, et des personnes riches, peu de mètres cubes. Et donc, c'est injuste et inéquitable. Ce qu'on comprend après les interventions des deux intervenants, c'est que dans le prix de l'eau, le prix qu'on paye tous et toutes dans nos factures, est compris toute une série de redevances au mètre cube liées à l'assainissement notamment de l'eau. L'idée est peut-être de réfléchir à la manière de percevoir ces coûts d'assainissement autrement que par le cubage consommé, afin de diminuer la vulnérabilité hydrique des personnes précarisées, mais aussi de faire reposer ce coût de redevance de manière plus égalitaire entre les citoyens en fonction de leurs revenus. Pour cette troisième proposition, qui est une carte carbone pour dessiner un monde plus juste, nous accueillons Mathilde Chouba, qui est maître de conférence à Sciences Po Lille et qui est aussi membre de l'Institut Momentum. Alors, elle va nous présenter cette idée concrète d'une carte carbone qui n'est pas à confondre évidemment avec la taxe carbone qui a suscité de grands mouvements sociaux en France autour des Gilets jaunes et qui avait la particularité d'être relativement inégalitaire socialement. Mathilde Chouba, bonsoir. On vous écoute pour votre proposition. Alors, la carte carbone, c'est une politique publique qui consiste à attribuer à chaque personne une quantité limitée de droits d'émission de gaz à effet de serre. Donc ça vise à limiter les rejets de CO2 dont chacun est responsable dans sa vie quotidienne. Et dans un système comme une carte carbone, chacun recevrait son quota individuel de carbone ou de droits d'émission, et ça sert pour tous les principaux achats d'énergie, donc les factures d'électricité, de gaz, de fioul pour la maison, le carburant qu'on met dans la voiture individuelle et les billets d'avion. C'est-à-dire les moments dans la vie quotidienne où on fait des achats qui impliquent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le premier intérêt de la carte carbone, il est d'abord écologique, puisque contrairement à une taxe, avec un système de quotas de carbone, on sait dès le départ quelle est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va s'autoriser à émettre en un an, puisque c'est le budget carbone national qu'on va fixer d'abord, qui va ensuite être réparti en autant de parts qu'il y a d'habitants. Donc on sait dès le départ combien d'émissions de gaz à effet de serre on va s'autoriser à émettre, et on met ces quotas en circulation. Donc l'effort écologique, il est connu dès le départ. Et ça, c'est tout le contraire d'une taxe, où avec une taxe carbone, on va renchérir le prix du carbone en faisant le carburant plus cher, par exemple. Mais quels sont les comportements différents et les réductions de consommation que les gens vont faire parce que le prix est plus élevé, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus incertain. Le deuxième intérêt d'une carte carbone, c'est la justice sociale, puisque les mesures climatiques, c'est des mesures qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc on peut s'inquiéter que ça frappe peut-être plus durement les plus modestes. Parce qu'on sait que quand on est moins riche, on a des maisons souvent plus mal isolées ou des voitures plus anciennes qui consomment beaucoup au kilomètre et qui ne sont pas des voitures hybrides ou électriques. Et ça, c'est une réalité, effectivement. Quand on est plus pauvre, on consacre une plus grande proportion de ses revenus aux émissions de gaz à effet de serre, à l'énergie. Et donc, c'est le phénomène de la précarité énergétique. C'est vrai, mais en même temps, c'est très trompeur. Parce qu'en réalité, si on raisonne non plus en termes de proportion de revenus, mais en termes de quantité d'émissions dont on est à l'origine,
Là, en réalité, le schéma est complètement inverse. L'indice le plus prédictif des émissions de gaz à effet de serre d'une personne, c'est pas qu'on soit écolo ou pas, qu'on vive en couple ou non, ou à la campagne, ou en ville, ou le type de métier qu'on fait. L'indice le plus prédictif des émissions de gaz à effet de serre d'une personne, c'est son revenu. C'est-à-dire, plus on est riche et plus on émet de gaz à effet de serre. Et ça, c'est vrai aussi bien, ça fait des disparités très importantes, et c'est vrai aussi bien au sein de la population des pays occidentaux que dans le monde. Dans le monde, on sait que les 10% les plus riches sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un écart considérable qui est absolument injuste, mais qui du coup peut servir de base à un dispositif intéressant, parce que si on donne à chacun le même quota, alors ceux qui sont plus pauvres ont en fait plus de droits d'émission que ceux dont ils ont réellement besoin pour maintenir leur mode de vie, alors que ceux qui sont en difficulté sont les plus riches. Parce que eux, ils émettent beaucoup, et nettement plus que les autres. Parce que quand on est plus riche, certes, on a de quoi isoler sa maison, mais on a peut-être une maison secondaire, on en a plusieurs, on a aussi plus de mobilité, on prend plus l'avion, etc. Donc, c'est vraiment très important de faire la distinction quand on réfléchit à des mesures justes et écologiques, de faire la distinction entre les émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue, donc la quantité de gaz à effet de serre, et les émissions, les consommations d'énergie en valeur relative, donc la proportion par rapport aux revenus. Et de ce fait-là, une taxe carbone qui joue sur le prix va accentuer le déséquilibre en valeur relative et va être plus punitif pour les plus pauvres, alors qu'en fait, du point de vue de l'écologie, ça met en difficulté ceux qui sont les moins responsables du problème. Donc, il y a vraiment un enjeu de justice sociale très fort à faire la distinction entre les deux. Et nous accueillons Jean Cornil, qui est conseiller politique chez Présence Action Culturelle et essayiste, ainsi que Christine Mailly, secrétaire générale du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Jean Cornil, on va vous poser la première question suite à cette proposition de Mathilde. C'est une proposition ambitieuse, mais finalement, est-ce que concrètement, on pourrait, aujourd'hui, on sera en mesure de l'appliquer, notamment, est-ce qu'on pourrait chiffrer l'impact carbone des individus est-ce que cette proposition, elle est réaliste face aux enjeux climatiques que nous devons affronter ? 3 éléments de réponse par rapport à la proposition de la carte carbone individuelle. 1, je trouve que l'idée sur le principe est excellente parce qu'elle a enfin la vertu de montrer que la crise systémique fondamentale que nous traversons aujourd'hui, elle est due à un système libéral, productiviste, capitaliste, peu importe comment on l'appelle, et non pas à des comportements individuels. Donc, au fond, elle a pour vertu première en philosophie politique de faire peser la responsabilité sur le système et pas sur les personnes, singulièrement les classes populaires, les classes les plus défavorisées. Donc, il y a là une vertu, je dirais, d'essayer de concilier concrètement la justice sociale et la justice climatique dans ce monde de l'anthropocène ou de le capitalocène. Ça, c'est pour moi le premier élément vertueux, je dirais, de la proposition. Deuxième chose, sur sa mise en œuvre concrète, effective, elle est tout à fait possible. D'ailleurs, il existe déjà un certain nombre de sites qui permettent de mesurer individuellement et précisément nos émissions de gaz à effet de serre sur base de nos modes de chauffage, de notre alimentation, du tourisme, du nombre de fois où on prend l'avion, la voiture ou les transports en commun, le nombre de clics de souris, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le numérique émet plus de CO2 que l'aéronautique, juste pour montrer qu'on est l'émission en tant que telle est déjà, d'une certaine manière, en soi, une contradiction, et nul n'échappe aux contradictions. Et donc, effectivement, il y a une opérationnalité, une faisabilité réelle des choses extrêmement précises si on consulte un certain nombre de sites. Et troisième élément que je voulais mettre en avant, Évidemment, cette proposition qui trace un certain nombre de perspectives est totalement insuffisante face à l'ampleur de la crise systémique, écologique, sociale, économique, culturelle qui traverse notre monde aujourd'hui, avec tous les risques, je dirais, d'effondrement qui sont en train de se profiler. Donc, il y a évidemment des tas d'autres propositions fondamentales, complémentaires, qui doivent être mises en œuvre, que ce soit sur le plan de la fiscalité environnementale, que ce soit sur le plan de la renationalisation d'un certain nombre de grands secteurs, je pense en particulier à l'énergie et au transport, que ce soit sur le rôle absolument
instrument fondamental de l'État-providence, de l'État social-écologique, comme dit Éloi Laurent, avec cette idée de créer de nouveaux secteurs de la sécurité sociale pour prendre mieux en compte les risques environnementaux qui sont en train de s'accumuler. Donc, bien évidemment, c'est une proposition parmi d'autres, mais je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Et je termine par là, parce qu'elle casse une logique épouvantable qui est la logique de la taxation carbone, qui est d'ailleurs à l'origine du mouvement des Gilets jaunes et qui a comme défaut majeur, fondamental, de peser d'abord sur les revenus des plus pauvres, sur les revenus des classes populaires, ici chez nous. Et que dire alors, je dirais, pour les populations, les peuples les plus pauvres de la planète. Donc c'est une alternative, je trouve, qui est intéressante par rapport à tout ce débat amené, je dirais, par les classes dominantes, soyons clairs, sur la taxation carbone. Je termine en disant, il y a un élément pour moi qui est central, très simple, et que toutes les études montrent, plus on a des revenus, plus on émet de gaz à effet de serre. Plus on est riche, plus on pollue. C'est simple. Cette proposition-là, elle permet en partie, je dirais, de corriger cette inégalité fondamentale, parce qu'évidemment, ce sont ceux qui polluent le plus, qui ont une vie, je dirais, la plus écologique, entre guillemets, et qui touchent les plus pauvres qui, eux, subissent justement toutes les conséquences négatives du comportement des plus aisés. Merci Jean. Je me tourne maintenant vers Christine Mailly. En quoi la proposition de Mathilde Choubat permet de dépasser l'opposition qu'on pointe des fois entre justice climatique et justice sociale ? Oui, alors la proposition, moi je l'ai découverte et donc je la comprends en partie et j'aimerais en savoir plus. J'évoquerai des questions par rapport à ça pour la comprendre. Alors ce que je trouve qu'elle a d'intéressant, c'est qu'en effet, elle brise l'idée que la taxe carbone serait la bonne idée, puisque là, c'est une idée qui entraîne discrimination et appauvrissement supplémentaire, la taxe carbone. Et enfin, c'est vraiment pas une bonne orientation. La carte carbone donne cette impression, en tout cas, d'avoir une notion de justice sociale plus évidente, puisqu'il y a quelque chose qui serait calculé dans une proportion de la responsabilité de chacun. Et on le sait, toutes les études le montrent, plus on a de l'argent, plus on consomme, donc plus on produit et on pollue et on produit du carbone. Et les populations les moins nanties, sont celles qui consomment le moins et qui se privent d'ailleurs et s'auto-privent régulièrement, que ce soit d'énergie, d'alimentation, de mobilité, d'avions, de vacances, etc., etc. Et donc sont les moins pollueurs. Mais le propos est souvent détourné par le fait que alors qu'on ne s'est pas accordé du droit de vie à l'aisance à ces populations, on transforme en fait les réponses en réponses éducationnelles. Et donc on disqualifie les gens en disant que on va les éduquer à apprendre à fermer le robinet, à baisser le chauffage, à mettre un pull de plus, à mettre un boudin en bas des portes, à mettre du plastique aux fenêtres, etc. Alors que le vrai problème, c'est qu'ils sont mal logés, que nous n'avons pas de politique de mobilité qui soit organisée, que l'alimentation et la production de l'alimentation est extrêmement mal faite et hyper polluante, mais produit en plus de la mauvaise alimentation bon marché que des gens sans argent sont obligés d'aller acheter au supermarché, etc. Et donc voilà, cette carte carbone, elle donne en tout cas cette impression qu'il y a une justice dans la manière de faire, puisqu'on a l'impression qu'il y aura un quota qui ferait que finalement les plus grands pollueurs, c'est-à-dire les plus riches, seraient ceux qui vont contribuer le plus à travers cette carte carbone à résoudre le problème. Alors que peut-être on aurait des gens avec moins de ressources qui vont avoir un quota plus élevé que ce qu'ils consomment habituellement, donc peut-être qu'ils pourraient se mettre davantage dans le droit à l'aisance minimale. Encore faut-il qu'ils aient assez d'argent pour pouvoir le faire, donc ça ne règle pas tout. Mais peut-être aussi qu'ils vont consommer moins et que cet excès de consommation pourrait servir à quelque chose. Si ça doit servir à quelque chose, c'est évidemment à continuer à régler les problèmes de justice sociale et d'injustice sociale au profit de ces populations-là. Et donc on le dit, les clés de voûte pour régler la pauvreté et pour servir le climat, c'est un logement correct, un logement isolé, un logement qui ne coûte pas trop cher ni au portefeuille de la personne ni à la planète. C'est de l'alimentation correcte, c'est une mobilité bien faite et c'est l'emploi.
c'est le travail, c'est la réduction du temps de travail, c'est une manière différente d'organiser le travail pour qu'on pollue moins. Tout ça, c'est des éléments de réduction de la pauvreté. Moi, par contre, ce que je me pose comme question, c'est comment mettre ça en œuvre pour être sûr que ça ne soit pas récupéré dans une marchandisation du système. C'est-à-dire, est-ce que les plus aisés pourraient acheter des quotas à l'envi, au point de finalement être plafonné, mais à condition d'avoir de l'argent, en spéculant, je peux continuer de toute façon à en profiter au maximum, par exemple. Donc, c'est des questions. Ça serait organisé par qui? Par le pouvoir public? Quelle part est-ce que ça aurait par rapport à l'investissement à mettre sur l'ensemble des enjeux collectifs, la réforme de la fiscalité, la production des entreprises, l'agroalimentaire, etc., qui sont là des champs massifs de résolution du problème indispensable à attaquer. Donc voilà, moi ce que je voudrais en tout cas, c'est que si c'est intéressant parce que c'est un peu une épine dans le talon d'Achille de ceux qui disent c'est tout simple, il suffit de mettre une taxe carbone et puis on reversera un petit peu aux pauvres en début d'année, ma foi, et ils seront un peu moins dans la disette, mais ils ne seront pas sortis d'épaisseur. Ça met une épine dans le pied, ça c'est intéressant. Après, je pense qu'il ne faut pas que l'épine dans le pied détourne l'attention des enjeux majeurs, cette fiscalité, ces gros enjeux que je viens de citer, etc. Donc, je pense que c'est intéressant à travailler, à pousser, mais c'est à réfléchir encore plus avant. Alors, on l'aura compris, l'originalité de cette proposition fait qu'elle demande à être beaucoup plus creusée sur ces aspects concrets. Qui va la mettre en œuvre? Comment? Que faire des surplus? Autant de questions qu'il ne nous est pas possible de répondre dans le cadre de cette émission. Mais nous vous invitons chaleureusement à consulter d'autres écrits de Mathilde Chouba que vous pouvez retrouver facilement sur Internet et à nous renvoyer vos remarques et vos questions dans le cadre de cette carte carbone. Et nous vous remercions, Jean et Christine, pour les points que vous avez soulevés et les questions que vous avez apportées sur cette proposition qui gagne encore à être réfléchie et accompagnée de mesures plus globales en tous les cas. Merci à tous les deux. On vient d'aborder la question de la précarité énergétique avec Mathilde Chouba et Christine Mailly et on continue sur cette thématique. Aujourd'hui, la part du budget de certains ménages pour la facture énergétique, pour les coûts énergétiques, dépasse le montant du loyer. Et pour cette proposition, nous accueillons Grégoire Wallenborn, qui est chercheur enseignant à l'IGEAT, l'Institut de gestion de l'environnement et d'aménagement du territoire de l'ULB. Grégoire, nous vous écoutons. Oui, merci. Alors, c'est bien connu, l'isolation des logements à Bruxelles et en Wallonie est en moyenne très mauvaise, ce qui pose évidemment des problèmes à la fois en termes de lutte contre le réchauffement climatique et de factures énergétiques élevées pour les ménages. Dans cette perspective, d'ailleurs, la situation des locataires sur le marché privé est particulièrement préoccupante. En effet, ces logements sont généralement moins bien isolés que la moyenne des autres logements, ce qui fait que les locataires payent une facture énergétique plus importante. On constate d'ailleurs sur le terrain de nombreux locataires qui vivent dans de véritables passoires énergétiques, sans parler de l'insalubrité manifeste de ces logements. La raison en est simple. Les propriétaires bailleurs n'ont aujourd'hui aucun intérêt à isoler les logements qu'ils louent, puisque ce n'est pas eux qui payent les factures énergétiques. Il va sans dire que ce sont donc les populations les plus défavorisées qui payent la facture la plus lourde. Ce phénomène explique une partie de la précarité énergétique qui frappe plus d'un quart des ménages en région Bruxelles-Capitale et en Wallonie. Globalement, les logements occupés par les locataires ont moins profité d'amélioration de leur efficience énergétique que les logements occupés par leurs propriétaires. Il s'agit là donc d'une vraie injustice, double injustice sociale. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour éviter que le coût de l'isolation se répercute sur les loyers, nous proposons de généraliser le droit de gestion public qui permettrait au pouvoir public de se substituer aux propriétaires dans la programmation et l'exécution des travaux et de se rembourser l'investissement en percevant les loyers non augmentés, ça va sans dire, le temps nécessaire pour couvrir l'entièreté du montant des travaux effectués. Bien entendu, la mise en œuvre d'une telle mesure doit se faire avec discernement. Nous pensons notamment aux propriétaires pauvres dont la location de leurs biens est leur seul maigre revenu. Il est donc important de trouver un compromis équitable pour ces propriétaires en prélevant par exemple une petite partie du loyer jusqu'au remboursement complet. En revanche, ce qu'on peut appeler les gros propriétaires devraient pouvoir se plier à la mesure, sauf s'ils rénovent eux-mêmes les logements qu'ils louent selon les normes en vigueur. En tous les cas, il est urgent d'accélérer la rénovation de tous les logements
et de développer les politiques publiques pour répondre à cette urgence. Il faut signaler aussi d'autres conséquences positives de cette mesure. Par exemple, la rénovation massive des logements loués aurait non seulement pour effet d'améliorer considérablement les conditions de vie des ménages précarisés, mais aussi de créer un nombre considérable d'emplois non délocalisables et qui requièrent une main-d'œuvre peu qualifiée. Et puis, une diminution de la demande d'énergie des bâtiments, qui représente une part très importante de la demande finale d'énergie en Belgique, améliorerait considérablement la sécurité énergétique et la balance commerciale du pays. On prévoit d'ailleurs que les prix du gaz et du pétrole vont augmenter à moyen terme et de nouvelles guerres pour ces ressources ne sont pas à exclure. Il est donc plus qu'urgent d'agir dans la rénovation massive du bâti en Belgique. Et pour répondre à la proposition de Grégoire Wallenborn, nous allons donner la parole à Sandrine Couturier, directrice de l'ASBL Convivence, qui est une association de première ligne d'aide au logement, et à Anne Bowlings, chargée de mission au Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. On va commencer avec vous, Sandrine Couturier. Voilà, on voulait avoir votre point de vue sur cette proposition. Globalement, en quoi est-elle représente-t-elle une proposition originale par rapport à cette problématique des passoires énergétiques et en quoi peut-elle modifier la donne sur les relations propriétaires-locataires qui sont face à ces soucis ? Mais donc nous, globalement, évidemment, on partage complètement le constat qui est fait sur la nécessité de devoir isoler le bâti et particulièrement pour les locataires. Ce qu'on trouve intéressant et original, c'est qu'aujourd'hui, les politiques publiques repose quand même fort sur l'individu. Donc, par exemple, le propriétaire qui doit rénover son logement pour obtenir les primes, c'est lui qui assume et qui prend tous les risques pour faire ses travaux. Et de la même manière, la lutte contre l'insalubrité, c'est le locataire qui doit déposer plainte et qui doit donc assumer justement cette relation propriétaire-locataire qui va être envenimée par ce dépôt de plainte. Donc ça, on trouve que c'est vraiment positif. L'autre chose aussi, c'est que finalement, un propriétaire qui met un mauvais logement en location, il fait reposer le poids de ses agissements sur l'ensemble de la société, puisque tous les services d'aide sociale qui vont accompagner le locataire victime de ce mauvais logement, ça représente un coût. Et donc ici, le fait que les pouvoirs publics se substituent aux propriétaires, c'est une manière qui nous semble intéressante, où c'est le pouvoir public qui reprend la main sur les politiques et le propriétaire va quand même être amené à payer finalement cet agissement, puisque au minimum, il est privé de ses revenus locatifs le temps de la rénovation. Maintenant, on a quand même des bémols par rapport à la proposition. La première, c'est que si le loyer va être limité pendant un certain temps, le temps que le pouvoir public se rembourse, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir un véritable effet d'aubaine avec une augmentation réelle à terme des loyers qui aurait été en fait induit par une politique publique? Ça, c'est la première chose. Au niveau de la mise en œuvre, ça va quand même nécessiter des changements législatifs. Et voilà, il y a quand même la question de comment est-ce qu'on va déterminer de qui on va prendre en gestion le bien et qu'est-ce qui se passe pour les autres propriétaires qui ne seraient pas dans cette relation-là et qui, eux, peuvent éventuellement rénover leur logement et à ce moment-là augmenter le loyer, parce qu'il faut savoir que dans la grille des loyers, même si elle n'est pas contraignante, l'efficacité énergétique est aujourd'hui un critère qui permet d'augmenter le loyer. Donc, l'articulation entre les propriétaires pour lesquels les pouvoirs publics prendraient le bien en gestion et pour ceux pour lesquels ce ne serait pas pris en gestion, il y a quand même une vraie difficulté. Et alors moi j'ai encore deux points d'attention par rapport aux effets, les autres effets positifs. Nous on n'est pas du tout convaincus par le fait que ça va amener à une main-d'œuvre qui n'est pas délocalisable, parce que dans les métiers de la construction, on ne sait pas sur quoi ça repose, mais dans les métiers de la construction, au contraire, il y a beaucoup de délocalisation. Et l'autre chose, c'est que dire que c'est une main-d'œuvre peu qualifiée, c'est quand même à relativiser. Par contre, ce qu'on trouve intéressant, c'est que ça permettrait de venir avec une offre de filière, justement de formation, d'emploi un peu qualifiée, et qu'à cet égard-là, ça peut être intéressant en termes d'emplois locaux chez nous.
Merci Sandrine pour ces points d'attention. Je me tourne maintenant vers Anne. Anne, qu'en est-il de ce droit de gestion publique ? Est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience sur ces pratiques ? Oui, donc le droit de gestion publique existe à Bruxelles, il existe depuis 2003, il fait partie des obligations du Code du logement. Alors le principe, c'est qu'il concerne aujourd'hui les bâtiments vides, inoccupés depuis plus d'1 an, ou les bâtiments insalubres pour lesquels la région a imposé une série de travaux et dont les propriétaires ne réalisent pas ces travaux. Donc le principe, c'est que l'autorité publique se charge de rénover les logements, donc les logements vides et les logements insalubres, de les mettre en location à des conditions sociales et de se rembourser en percevant les loyers jusqu'à ce que l'ensemble des travaux ait été couverts, donc pour que ce soit vraiment une opération financièrement neutre pour l'autorité publique. Alors, le principe a suivi toute une série d'améliorations, le préfinancement des travaux augmenté, les délais de prise en gestion, etc. Pour nous, ça reste une mesure assez intéressante parce qu'elle permet évidemment de lutter contre les logements vides et insalubres. C'est une solution pour les petits bailleurs qui n'arriveraient pas à eux-mêmes préfinancer toute une série de travaux. Et puis, c'est aussi une menace pour les autres bailleurs qui garderaient des logements insalubres ou vides pour d'autres raisons spéculatives ou autres. Et puis, dernier point assez positif pour nous, c'est que l'autorité publique qui rénove le logement le met en location à des conditions sociales, loyer abordable, et les logements sont affectés en priorité à reloger des personnes qui devraient quitter un logement insalubre pour qu'on puisse le rénover. Donc pour nous, ça c'est assez intéressant. La mesure est emblématique, a été assez polémique, les bailleurs se sont insurgés face à une telle mesure et assez courageuse, mais aujourd'hui on doit constater qu'elle est très très peu utilisée, ça marche pas, on a peut-être 5 expériences en tout et pour tout en région bruxelloise depuis 2003. Donc, on a identifié plusieurs obstacles possibles au fait que cette mesure reste si confidentielle. Bien, d'abord, ce qui est plutôt positif, c'est que parfois, la menace de la prise en gestion peut suffire à motiver un propriétaire à engager les travaux nécessaires. Mais surtout, ce que nous craignons, c'est que c'est les communes qui sont a priori chargées de développer cette prise en gestion publique et que pour certaines communes, soit les capacités techniques, la régie foncière ne suffit pas que pour engager de tels travaux. J'espère qu'ils seront un peu moins lourds dans le cas qui nous occupe ici, l'isolation des logements, mais aussi parce que pour certaines communes, c'est pas une mesure qui convient, enfin qui n'est pas politiquement très vendable, se mettre à dos les propriétaires sur cette question-là. Donc voilà, on a ces 2 éléments qui nous permettent d'expliquer probablement pourquoi est-ce que la mesure fonctionne si peu aujourd'hui. Donc nous, on rejoint aussi pleinement les constats énoncés, le fait que le marché locatif privé est terriblement tendu à Bruxelles, que dans le segment bon marché, l'offre est largement insuffisante par rapport à la demande, ce qui permet en fait aux propriétaires de louer des logements à n'importe quel prix et dans n'importe quelle qualité. Ils trouveront toujours preneurs, ça ne les incite pas à rénover, ils font donc trouver d'autres mesures. Le droit de gestion publique, pourquoi pas, mais en tenant compte alors des enseignements de ce qui existe aujourd'hui à Bruxelles. Donc en chargeant un organe régional de la mise en gestion publique, en le dotant de moyens suffisamment, en articulant avec d'autres dispositifs, il faut que l'obligation d'avoir un logement énergétiquement convenable fasse partie des normes du Code du logement pour pouvoir adapter une sanction, peut-être d'abord financière, et puis la prise en gestion publique. Et troisièmement, je rejoins tout à fait Sandrine, il faut vraiment faire en sorte que les loyers restent convenables pour ces logements-là, éviter l'inflation des loyers suite à cette amélioration énergétique, en conditionnant par exemple la fin de la prise de gestion au respect du loyer, au respect de la grille des loyers et en obligeant le maintien des locataires dans les lieux. On retient de cette proposition qu'elle a le mérite d'aller au-delà des politiques incitatives pour l'isolation des logements qui n'ont pas encore porté leurs fruits au niveau du marché locatif. Tout à fait. Et par ailleurs, ce que les actrices de terrain nous disent, c'est que le droit à la gestion publique existe, mais qu'actuellement, comme il est géré par le niveau communal, en fait, il est peu utilisé. Donc, il faudrait peut-être appliquer ce droit à la gestion publique à un autre niveau, comme par exemple la région bruxelloise. On enchaîne avec la prochaine proposition qui va nous parler de l'alimentation et de l'économie locale. On l'a vu pendant la crise, les files sur les trottoirs de Bruxelles de personnes qui viennent demander des colis alimentaires ont explosé. À côté de ça, on parle de circuit local, de bonne bouffe, de nourriture bio. Qui a accès à quoi dans cette histoire ? On va en parler avec la proposition de Berthe Sivrin, qui est militante à Zine, monnaie locale bruxelloise, et qui va nous parler de la création d'un chèque alimentaire en monnaie locale pour l'accès à l'alimentation de qualité pour tous et toutes. En effet, le constat est là et les monnaies locales pourraient effectivement peut-être être une solution. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une monnaie locale ? À Bruxelles, on a la ZIN.
L'ASIN existe depuis un peu plus d'1 an. Elle est échangeable à raison d'€1 pour une ZIN auprès de prestataires, 180 à peu près déjà dans toute la région. Il y a des comptoirs de change auxquels on peut se fournir des ZIN. Et, chose importante quand même, la ZIN, c'est pas n'importe quoi. Pour chaque ZIN échangée, pour chaque ZIN qui circule, il y a une réserve de contrepartie en euros dans une banque et elle doit couvrir au jour le jour le montant total des ZIN qui circulent. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, allez voir le site. Il existe aussi une quinzaine de monnaies locales en Belgique. Qu'est-ce qui se passe avec les monnaies locales? C'est que toutes, elles ont en commun de promouvoir des prestataires qui respectent des critères éthiques, de respect de l'environnement, de valorisation et de respect de l'humain, mais aussi de qualité et de proximité. Et elles aussi, elles connaissent un beau succès, comme les magasins bio. Elles représentent déjà l'équivalent de 647 000 € en circulation. Mais voilà, ces réseaux, est-ce que c'est une solution pour les plus précarisés? Est-ce qu'on en voit beaucoup qui peuvent s'y adresser? Est-ce qu'ils vont y trouver des solutions pour se nourrir correctement avec un budget plus que limité? Il y a de nombreux freins et on les connaît. Le prix d'achat, le changement dans des habitudes d'achat. Il y a des produits différents. Là, il n'y a pas de produits d'appel à des prix bradés. On doit entrer dans un milieu qui est parfois pas celui qu'on connaît. La répartition géographique n'est pas optimale. Pourtant, la réduction des inégalités sociales, elle est inscrite dans presque toutes les chartes des monnaies locales, mais elle est difficilement applicable sur le terrain. Elle voudrait, la monnaie locale, être un enregistrement pour tous, aussi bien d'un point de vue culturel, social et économique, toute génération, milieu social et culturel confondus. Et c'est un vrai défi, surtout si on veut conserver et soutenir une ligne éthique d'un bout à l'autre de la chaîne de production et de distribution. Alors voilà, la proposition que je formule, c'est celle-ci. Les monnaies locales, elles pourraient aider à lutter contre la précarité et les inégalités, permettre aux plus précarisés de se fournir en produits de base et de qualité chez les prestataires déjà labellisés du réseau et les payer en monnaie locale. Mais il faudrait également qu'on promeuve l'usage de cette monnaie auprès d'autres acteurs économiques, chez qui les précarisés vont habituellement. Pour autant, quand même qu'un minimum de critères du réseau soit respecté. Mais il va de soi qu'on doit laisser chacun libre de pouvoir choisir entre une aide ou un chèque alimentaire en euros ou en monnaie locale. Et dans ce cas, il est bien entendu que la valeur de l'aide ou du chèque en monnaie locale devrait être plus importante. Ainsi, le réseau solidaire et local grandira, d'autant plus. Il pourra mieux concurrencer les grandes chaînes et freiner les opérations bancaires coûteuses qui sont génératrices de la fracture numérique, qui est toujours plus importante et qui touche davantage les précarisés. Est-ce que ça permettra de réduire sensiblement les inégalités sociales et de donner l'accès à tous à des produits de qualité et éthiques? Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi toucher d'autres secteurs comme la culture, la santé, l'enseignement, les sports? Des questions, des vraies questions, mais aussi des solutions à inventer et à mettre en route tous ensemble. Alors, en réponse à cette proposition de Berthe sur la création d'un chèque alimentaire en monnaie locale pour une alimentation saine pour tous et toutes, nous accueillons 2 répondantes. Charlène Provost, qui est chargée de projet chez Financité, et Catherine Rousseau, qui est chargée de projet à la Fédération des services sociaux. Bonjour Catherine, merci de nous rejoindre. Alors, je vais vous poser une question par rapport à la proposition que Berthe a faite. Vous travaillez dans le secteur de l'aide alimentaire, secteur qui repose essentiellement sur la distribution de colis alimentaires. Vous avez défendu l'idée de chèque alimentaire. Comment résonne la proposition de Berthe à vos oreilles ? Eh bien, pendant la crise Covid, le secteur de l'aide alimentaire a vraiment été mis à mal. Des organisations ont dû fermer leurs portes, d'autres modifier leurs services. Et le colis, qui est la forme d'aide la plus basique, s'est trouvé vraiment consolidé par la crise. Un colis qu'on obtient après enquête sociale, de longues files, et dont le contenu ne correspond sans doute pas ni aux besoins ni aux préférences des personnes en demande d'aide. C'est pourquoi la Fédération, pendant la crise, a fait la proposition de compléter cette aide alimentaire matérielle par des chèques qui permettent aux personnes d'aller dans les magasins de leur choix, choisir les aliments qui leur conviennent. Aujourd'hui, alors que la crise sanitaire évolue, et on peut espérer qu'elle ne reviendra pas, la proposition des chèques reste sur la table car c'est une proposition à explorer qui ouvre des possibles plus émancipateurs pour les personnes.
En effet, au-delà des possibilités de choix qui s'ouvrent, en fait, le bénéficiaire est restauré dans sa capacité à agir sur le marché comme tous les consommateurs et peut réellement satisfaire ses besoins par cette proposition-là. Alors bien sûr, c'est une proposition qui reste dans l'aide alimentaire et qui est une proposition jalon. Bien sûr, le souhait que nous avons, c'est que toute personne ait un accès plein à ses droits de base, notamment par le relèvement des minima sociaux. Donc il faut prendre cette proposition de chèque comme un jalon, une brique, vers des propositions plus ambitieuses. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces chèques sont déjà utilisés par certains CPAS, mais qu'ils rencontrent beaucoup d'opposition parmi les organisations d'aide alimentaire, des oppositions qui tiennent à des questions identitaires, mais qu'est-ce que je serai si je ne distribue plus de nourriture, des questions de contrôle, des questions d'accompagnement, des questions de coût, parce que bien sûr, ça coûtera sans doute plus cher de distribuer des chèques qu'une alimentation faite d'invendus, d'achats publics bon marché et de bénévolat. Mais quelles que soient ces réticences qu'il faut entendre, prendre en compte, discuter, il y a des réponses. Il y a des réponses aujourd'hui pertinentes, d'autant plus pertinentes si on ne vise pas à remplacer l'aide alimentaire par les chèques, mais à venir la compléter, à bien articuler les différents systèmes d'aide. Et notre proposition, c'est donc que quand une personne vient demander de l'aide au CPS, on lui propose une aide matérielle, une aide financière ou les deux. Et que du coup, la personne qui aime, enfin qui trouve, qui souhaite aller chercher un colis, puisse compléter le contenu de son colis par des achats, qu'elle puisse utiliser son chèque pour aller à l'épicerie sociale, qu'elle puisse utiliser ce chèque pour aller au restaurant social. Donc l'important pour nous, c'est de mettre la personne au cœur du choix et de lui laisser choisir la forme d'aide qu'il préfère. Alors, la proposition de remettre ce chèque en monnaie locale, ben, pourquoi pas, c'est innovant pour moi, mais avec des points d'attention. Donc, notre proposition de chèque, elle vise à ouvrir les possibilités de choix pour les personnes en demande d'aide et non pas à les restreindre. Donc, il faudra veiller à ce qu'avec la monnaie locale, la personne puisse aller dans les commerces qu'elle fréquente habituellement pour choisir les produits dont elle a réellement besoin. Je pense aussi que les monnaies complémentaires aujourd'hui ne sont pas bien connues du grand public et a priori des publics plus précarisés. Et donc, il y a un grand travail d'explication et de formation à mener avant de leur proposer des monnaies complémentaires ou des monnaies locales, parce que sinon, on risquerait de créer de nouvelles inégalités sociales, parce que certains comprendraient d'un avantage économique que ceux qui ne comprennent pas n'auraient pas. Donc, je crois que c'est un point d'attention. Et puis, peut-être dernier point d'attention pour nous, nous avons à cœur de veiller à ce qu'une aide équivalente soit fournie à tous les habitants du territoire en Belgique, que son territoire ait développé une monnaie locale ou pas. Et donc, il faut vraiment développer un système de chèque alimentaire cohérent, qu'il soit offert plutôt ou ouvert en monnaie locale ou en euros. Je m'adresse à toi, Charlène, maintenant. On oppose souvent la question des initiatives citoyennes et écologiques, que ce soit les monnaies locales, les jardins collectifs ou autres, au monde plutôt des personnes précarisées, disant que ces personnes ne connaissent pas ou ne sont pas nécessairement les bienvenues dans toutes ces initiatives, qu'elles ont d'autres préoccupations qui les éloignent finalement de toutes ces dynamiques qui se mettent en place. En quoi la proposition de Berthe peut être une réponse à cette critique, ou en tout cas peut faire ouvrir entre ces deux mondes des ponts et des opportunités de travailler ensemble? Alors, merci pour cette question. Je vais commencer par rappeler très brièvement du coup comment fonctionne une monnaie locale citoyenne. Donc, comme le disait Berthe, elle va circuler en fait de main en main. Elle va circuler entre les mains de citoyens qui sont des consommateurs pour aller ensuite chez des opérateurs économiques, et tout ça dans un territoire déterminé. L'objectif, il est effectivement donc d'inciter ces consommateurs citoyens et ces acteurs économiques à s'approvisionner plus local, plus circuit court, et donc de permettre en fait l'échange de produits et de services sont respectueux de l'environnement, mais également de l'humain avec des conditions de travail décentes, et ça tout au long de la chaîne de valeur, comme le soulignait Berthe, je suis entièrement d'accord.
Du coup, comment en fait cette monnaie locale, elle permet ça? En fait, on va finalement limiter sa possibilité de circulation dans un réseau d'opérateurs économiques qui sont engagés dans la démarche que je viens de mentionner. Un autre élément crucial en fait qui différencie une monnaie locale citoyenne par rapport à d'autres monnaies complémentaires, c'est qu'en fait ces monnaies locales elles sont gérées par des citoyens au sein d'une ASBL. Donc ça veut dire que la gestion de ces outils ne répond à aucun but lucratif, contrairement à d'autres monnaies complémentaires comme ces fameux chèques restaurants, chèques cadeaux ou des chèques alimentaires qui eux sont gérés par de grosses structures souvent multinationales et à but lucratif. Ça veut dire qu'elles tirent un profit de ces activités. Ceci étant dit, donc, il est utile de rappeler donc, que pour obtenir cette monnaie locale, comme le disait Berthe également, c'est si je donne 1 euro, on va me donner une unité de cette monnaie locale. Par exemple, une zine si on est à Bruxelles. Donc, dans les dispositifs actuels, une personne, elle a finalement le même montant en euros ou en monnaie locale. Et je rebondis sur ce que disait Catherine sur le fait que ces chèques alimentaires, ils doivent d'abord en fait accroître les possibilités d'achat et non les restreindre. Il est clair qu'avec une monnaie locale, on passe par une restriction de ces possibilités, mais par rapport à l'euro. Mais c'est justement ça en fait qui permet l'émergence de nouvelles pratiques d'achat et d'approvisionnement. Il est également clair qu'on ne trouve pas d'acteurs de la grande distribution low cost dans les réseaux de monnaie locale. Donc, on n'a pas vérifié précisément, mais on a clairement l'intuition que le prix de certains produits vendus dans les réseaux de monnaie citoyenne peuvent être plus élevés parce qu'en fait, il y a une attention au prix juste tout au long de la chaîne de valeur. Ce qui fait qu'il faut en fait imaginer d'autres mécanismes pour que des personnes ayant des faibles revenus puissent utiliser et bénéficier de ces monnaies locales. Et je rejoins aussi tout à fait l'idée de Berthe qu'il est essentiel que le fait de recevoir la monnaie locale, ça doit rester volontaire, surtout quand on a des faibles revenus, parce qu'il n'est pas pertinent de contraindre des personnes qui ont des difficultés financières en fait, à utiliser un outil qui réduit leur liberté de dépenser leur argent là où bon leur semble. Dans ces mécanismes, donc pour un peu répondre plus concrètement à votre question, il y a en fait un premier mécanisme, c'est d'offrir un avantage économique en donnant plus de monnaie locale. Si on prend l'exemple de ce qu'il s'est passé à Jean-Blou, donc dans le cadre d'un plan de relance, les citoyens peuvent obtenir 19 ornos, donc c'est la monnaie qui circule sur la commune, en échange de 10 euros. Donc en fait, je retire un bénéfice économique à solliciter une monnaie locale. On peut imaginer aussi d'autres types d'aides dans lesquelles la monnaie locale est versée un plus grand montant qu'en euros lorsqu'elle est sollicitée par le bénéficiaire. On peut aussi travailler sur le volet des commerces. Donc, on peut identifier des petits commerces de quartier chez qui des personnes plus défavorisées ont l'habitude d'aller. Et avec ces commerces, on peut tout à fait les aider à entrer dans le réseau d'une monnaie locale à la condition qu'ils acceptent, par exemple, d'introduire quelques produits alimentaires de base. On peut penser aux œufs, au lait, qui sont issus de modes de production respectueux de l'environnement et des travailleurs. Donc, c'est simplement à la condition qu'ils acceptent de changer quelques petites pratiques et du coup se conformer aux critères des monnaies citoyennes et entrer dans une démarche de transition. Enfin, peut-être pour terminer, quand on parle de monnaie locale comme aide sociale, moi, on me cite souvent une monnaie sociale du coup qui circule à Gand et qui s'appelle le Torrekes. Donc, je propose peut-être d'ouvrir en expliquant un peu son principe. Donc, il s'agit d'une monnaie publique. Elle est donnée par la commune de Gand. En fait, elle va récompenser des gestes qui sont effectués par des citoyens qui habitent un quartier très spécifique à Gand qui est défavorisé. Et donc, ces gestes, en fait, ils vont permettre que le quartier soit plus agréable à vivre. Ça peut être donner des cours de sport, ça peut être aussi ramasser des ordures sur le trottoir si c'est sale, récupérer de l'eau de pluie. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre de garder des Torrekes. De gagner des Torrekes. Et ça ressemble un peu à quelques primes communales, par exemple, quand on installe une citerne d'eau de pluie. Et ensuite, on peut dépenser ces Torrekes dans des commerces du quartier. Donc, il est tout à fait imaginable que les monnaies locales citoyennes, elles soient aussi injectées dans le circuit par des pouvoirs publics qui peuvent récompenser certains gestes et afin d'améliorer le quartier. Sur ce même modèle, c'est tout à fait techniquement faisable et ça donnera en fait des unités monétaires à ensuite aller dépenser, par exemple, pour de l'alimentation dans des commerces du quartier. Mais encore une fois, ce type d'initiative, ça nécessite d'être connu et ça nécessite aussi de s'assurer que ce sont bien les personnes les plus pertinentes qui vont aller les solliciter afin qu'elles touchent les bons bénéficiaires.
Eh bien, merci à Catherine et Charlène d'avoir pris le temps de répondre à la proposition de Berthe. Proposition qui va continuer sa vie. On ne s'arrête pas ici, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on retiendra en tous les cas que pour que cette proposition ait un potentiel et puisse effectivement être un levier en termes d'accès à une alimentation saine, on aura besoin d'une intervention des autorités publiques. D'abord parce que l'État a un rôle à jouer important pour soutenir toutes ces initiatives citoyennes de monnaie locale et que via cette proposition, je pense qu'il pourrait aider au développement du nombre de commerces qui s'inscrivent dans la dynamique et du coup de s'assurer que les personnes qui en bénéficient peuvent acheter là où elles le souhaitent, les aliments qu'elles souhaitent, tout en soutenant l'économie locale et la sauvegarde de l'environnement. Pour cette dernière proposition, nous allons aborder un aspect plus financier des droits sociaux, à savoir le financement du système de solidarité global qui permet à tous et toutes de jouir de ces droits sociaux. Et donc, face à cette crise que nous venons de vivre, les États ont débloqué des sommes d'argent importantes pour amortir le choc pour les citoyens, que ce soit via les systèmes de chômage, que ce soit via les soins de santé, d'autres types d'allocations. Nous savons déjà que demain, il faudra trouver beaucoup d'argent pour pouvoir compenser cette crise. Et il faudra trouver cet argent dans des endroits qui ne vont pas pénaliser à nouveau les plus précarisés. Un système aujourd'hui existe qui s'appelle la voiture salaire et qui représente un système d'avantages en toute nature relativement inégalitaire. Et nous voulons aborder ce système aujourd'hui pour voir en quoi il pourrait être une source de financement intéressante demain. Merci Sarah pour l'introduction de cette dernière proposition. Pas des moindres, il s'agit de refinancer notre sécurité sociale. Et on accueille Pierre Courbe qui est chargé de mission mobilité pour la Fédération Interenvironnement Wallonie. Je vous passe la parole. Bonjour, merci pour l'occasion donnée à notre fédération de s'exprimer sur ce sujet. Le système de voiture de société est particulièrement développé en Belgique. Voiture de société ou voiture salaire, étant donné qu'il s'agit d'un salaire alternatif au salaire monétaire versé par un employeur à son employé. Ceci au bénéfice des deux et au détriment du budget de l'État et de la sécurité sociale. Alors pour comprendre le pourquoi du déficit, budgétaire pour l'État et la sécurité sociale, il faut savoir que quand l'employeur octroie une voiture de société ou voiture salaire à son employé, il ne paye pas de cotisation sociale stricto sensu sur cet avantage de toute nature, mais uniquement une cotisation sociale réduite, environ 4 fois moins que la vraie cotisation sociale. Deuxième point important, le salarié, lorsqu'il reçoit l'avantage de toute nature, ne paye pas de cotisation sociale dessus. Et troisième point important, le salarié, lorsqu'il paye ses impôts sur la personne physique, l'IPP, paye des impôts sur un avantage de toute nature, calculé selon une méthode qui surévalue fortement l'avantage de la voiture de société. Ça lui coûterait beaucoup plus cher de devoir acheter une voiture lui-même, de payer ses assurances et compagnie. Donc, en gros, 3 avantages, ONSS patron, ONSS employé et IPP employé. Le tout, ça représente environ 3,5 milliards par an. Moitié de manque à gagner pour le ONSS, moitié de manque à gagner pour le budget de l'État. Ceci pour l'impact financier. Maintenant, ce système a également des impacts au niveau environnemental. C'est pour ça qu'une fédération telle que la nôtre s'exprime sur le sujet. Impacts environnementaux, sur 3 plans principalement. D'abord, les voitures de société augmentent le parc automobile belge, le font croître de manière artificielle, en induisant des achats qui ne sont pas indispensables pour la mobilité des personnes. Ensuite, les voitures de société sont généralement lourdes et puissantes, donc des voitures qui sont plus impactantes sur l'environnement tant au niveau de leur fabrication que de leur utilisation. Et puis également, il y a un dispositif supplémentaire, voitures salaires, qui sont les cartes carburant, qui permettent aux employés de faire le plein sans devoir payer, et qui les font inévitablement rouler plus. Les voitures de société, de manière notable, et ceci est documenté, roulent beaucoup plus que les voitures privées. À cela, il faut ajouter un 4e effet qui est très impactant sur nos habitudes de mobilité, sur notre manière d'envisager l'automobile. La voiture salaire est généralement lourde, puissante, prestigieuse entre guillemets, et donc elle maintient dans l'imaginaire collectif le mythe de la voiture comme marqueur de réussite sociale et entretient chez les personnes le désir d'acheter des voitures lourdes, puissantes, prestigieuses.
Quelle est la position de notre fédération face à ce problème? Nous nous alignons avec le Conseil supérieur des finances qui, en 2009, publiait un document fiscalité et environnement où il proposait d'aligner la fiscalité des voitures de société sur la fiscalité des salaires. Donc notre proposition en 3 points est tout à fait en phase avec cette proposition du Conseil supérieur des finances. Premier point, nous demandons d'amener la taxation des voitures de société, au sens de voitures salaises, sur la taxation des salaires. D'aligner le régime fiscal des voitures de société sur le régime fiscal des voitures privées. Et enfin, 3e point, de faire cela de manière phasée. Ce n'est pas possible d'avoir une révolution en la matière, il faut faire les choses de manière phasée, mais il y a une urgence, c'est de supprimer dès que faire se peut le système des cartes carburant, qui est peut-être le plus facile à enlever et aussi le plus nocif au niveau environnemental. Et nous accueillons pour en débattre Édouard Delruel, professeur de philosophie à l'ULG et président de Solidaris, ainsi que Christophe Quintard, qui lui est directeur du service d'études du département économie et sécurité sociale de la FGTB fédérale, et aussi il est membre du Conseil supérieur des finances. Bonjour à vous deux. Alors, vous avez entendu la proposition de Pierre Courbe, finalement s'attaquer à notre système traditionnel et bien ancré en Belgique des voitures de société pour renflouer les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça paraît faisable, pas faisable? Je vous laisse la parole. Mais je vais me permettre de répondre en premier. Donc, comme Pierre faisait référence, effectivement, le Conseil supérieur des finances avait remis un avis en 2009 où il proposait déjà de démanteler progressivement cet avantage. Il faut savoir que le Conseil supérieur des finances vient de remettre ici en mai 2020 un nouvel avis et une grosse majorité des membres proposent à nouveau d'aller dans cette direction. D'aller dans cette direction qui permettrait effectivement de démanteler cela progressivement pour améliorer d'une part la taxation des autres revenus du travail et également d'avoir un impact en termes environnemental. C'est clair qu'on peut se poser la question pourquoi ça ne va pas plus vite, parce qu'entre 2009 et 2020, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, que du contraire, on voit que le parc automobile en voiture de société ne fait qu'augmenter. Le gros problème étant au niveau politique, c'est que, comme ça a été mentionné, c'est un outil qui est fort populaire et donc il va falloir décevoir une partie des gens. C'est pour ça que cette prise en compte de tous les avantages de toute nature, donc, dont la voiture est un des plus importants, doit se faire globalement et graduellement pour permettre de dégager des marges qui permettront de moins taxer les revenus du travail, de moins taxer le salaire. Et dans ce cadre-là, ça permettra aussi effectivement de moins taxer le salaire et d'avoir des rentrées tant pour la sécurité sociale que pour les pouvoirs publics, parce que je crois que la situation actuelle prouve que c'est une nécessité. Il est clair que ce type de rémunération alternative est quelque chose qui mine notre solidarité, notre système de fonctionnement. On a montré ici à la FGTB fédérale l'année dernière qu'entre 1996 et 2018, entre la masse salariale et la masse des cotisations sociales, la masse qui est soumise à cotisations sociales, il y a un décrochage énorme. Alors qu'au départ, on était à 0, maintenant on est à 12%. Donc il y a 12% de la masse salariale qui échappe aux cotisations sociales, et ça c'est vraiment problématique pour le financement de notre solidarité qui passe par la sécurité sociale et par les services publics. D'abord, je soutiens évidemment tout à fait la proposition qui en plus a l'avantage d'être phasée, donc réaliste. Je vais tout de suite répondre à la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait depuis 2009. Moi, je pense, on touche au portefeuille des gens, comme Christophe Quintard l'a dit, c'est quelque chose qui est populaire, qui est entré dans la culture également, très très largement. Et donc, lorsqu'on remet en cause cet avantage, on remet en cause à la fois les habitudes de mobilité voiture,
on remet en cause un peu le statut social de ceux qui en bénéficient. Il ne faut pas dire que c'est uniquement les gros dirigeants d'entreprise, ce serait trop simple, mais il y a aussi toute une hiérarchie sociale selon l'ampleur de la voiture. Donc c'est quelque chose qui touche aussi au symbolique. Maintenant, je pense que les choses sont en train de changer, si je peux être un tout petit peu optimiste, parce que je pense qu'il y a quand même une prise de conscience que ça ne fonctionne pas. Et je vais être tout à fait direct, à Solidaris, on a des voitures de société, et avec Jean-Pascal Labille, on a décidé de s'y attaquer. Voilà, alors, et on sait que ce ne sera pas simple, hein, parce que quand on évoque ça, voilà, il y a un grand froid, parce que, à nouveau, c'est un avantage, et puis les gens se demandent ça va être remplacé par quoi, etc. Mais on ne peut pas, nous, mutualité, nous vivons des cotisations sociales, évidemment, faire perdurer un tel système. Donc, vous voyez à quel point c'était ancré, même des institutions qui ne devraient pas avoir cet avantage là. Et c'était effectivement tout à fait essentiel d'aller dans cette direction. C'est même un peu stratégique aussi, parce que la voiture de société, on voit bien, c'est à la fois antisocial et anti-écologique. Hein. C'est antisocial parce que c'est évidemment le haut des salariés qui en bénéficient. Que deuxièmement, ce sont des masses salariales qui ne sont pas soumises à la cotisation sociale, c'est-à-dire qui ne financent pas la sécurité sociale, et en même temps, évidemment, c'est écologiquement, ça a été dit, écologiquement absurde dans la période que nous vivons. Merci beaucoup pour vos réponses. Justement, c'était l'objet de notre deuxième question. On voulait un peu votre point de vue plus globalement sur les enjeux de la défiscalisation de certains revenus, les enjeux par rapport aux travailleurs qui bénéficient finalement de ce système de solidarité qui est mis à mal. Et on l'a vu ces dernières années, il y a eu quand même des coupes dans l'accès aux droits ou l'étendue des droits liés à la sécurité sociale, mais aussi les enjeux sur ce système de solidarité lui-même. Vers quoi va-t-on demain si on continue cet emballement de défiscalisation et que risque-t-on de perdre? Et quand on voit cette crise qu'on vient de traverser, finalement, est-ce qu'on prend conscience des enjeux réels tous et toutes? Voilà, on va peut-être commencer par Édouard, du coup, puisque Christophe avait commencé. Oui, effectivement. Ayons ça en tête. Donc, on a la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est un budget de 102 milliards d'euros par an. Pour vous dire, hein, le budget de l'État, c'est 150 milliards. Hein, donc, c'est énorme. Et c'est un budget qui est distinct du budget de l'État. En gros, 100 milliards. La grosse partie, c'est pour les pensions, c'est 46 milliards, la santé, 27 milliards, le chômage, 9 milliards et l'incapacité de travail, 8, mais sans doute que ça bouge actuellement et que l'incapacité de travail est en train de dépasser le chômage, mais peut-être que la crise va encore changer ça. Mais, donc voilà, les deux gros postes, c'est les pensions, 46 milliards, la santé, 27, et en gros, c'est 102 milliards. Alors le financement, au départ, c'était totalement les cotisations sociales. Et il faut rappeler que les cotisations sociales, ce n'est pas une charge. Les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire. Donc, en 1945, quand on a fait la sécurité sociale, plutôt que de donner tout l'argent et puis de dire aux gens, vous vous débrouillez pour vous soigner et pour vos vieux jours, non, on a retenu une partie du salaire qui est co-gérée par les syndicats et le patronat, et c'est un salaire que nous activons lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes au chômage, et pour financer les pensions. Donc c'est une partie de notre salaire. La victoire de la droite, ça a été de présenter ça comme des charges, hein, comme des coûts. Alors, et donc quand on diminue les cotisations salariales, on diminue notre salaire. C'est le premier message qu'il faut avoir évidemment vis-à-vis des gens. Mais la part de cotisation sociale n'a pas arrêté de diminuer. Hein, elle n'a pas arrêté de diminuer. Aujourd'hui, elle est de 63 milliards sur les 100 milliards en question. Et donc, il y a un financement alternatif qui est très injuste parce que ce financement alternatif pour à peu près 15 milliards, c'est de la TVA, c'est-à-dire ce qui est à nouveau socialement injuste et souvent d'ailleurs écologiquement injuste aussi. Et puis, il y a la subvention de l'État, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi la dotation d'équilibre, c'est-à-dire que l'État renfloue, puisqu'il baisse les cotisations sociales, il faut quand même bien que la Sécu soit à l'équilibre, et donc on renfloue, et c'est maintenant aujourd'hui 22 milliards. Donc le premier combat, et qui est un combat aussi de principe, c'est qu'il faut que la sécurité sociale continue à être financée par des cotisations sociales et non pas par l'impôt. Dans d'autres pays, c'est par l'impôt, mais il est très important de maintenir
un tel système qui assure également la concertation sociale, puisque si c'est des cotisations sociales, c'est notre argent, c'est donc nos représentants syndicaux qui négocient avec les patrons. Alors, dans tout ça, donc, rappelons-nous les chiffres, c'est 100 milliards, la masse salariale non assujettie aux cotisations sociales, voitures de société, mais aussi les actions qu'on donne aux top managers des entreprises, mais aussi des choses beaucoup plus sympathiques et qu'il faut sans doute garder, comme la mobilité vélo, les éco-chèques, etc. Mais enfin, tout ça, globalement, c'est 15 milliards sur 100 milliards, 15 milliards. C'est-à-dire qu'on estime que si toute cette masse était assujettie à la cotisation sociale, eh bien, c'est 2,6 milliards par an. Hein, c'est-à-dire très largement ce qu'il faut, non seulement pour rétablir l'équilibre de la Sécu, mais même faire des politiques nouvelles. Donc si, comme ça, in abstracto, on supprimait les avantages du type voiture de société ou Arens, etc., où on les soumettait à la sécurité sociale, on peut considérer, je ne suis pas caricatural en disant ça, que le budget de la Sécu serait bouclé. Donc on voit que la proposition qui nous est faite ici, elle est évidemment très très importante. Les voitures de société, c'est un petit milliard, on estime, mais Christophe Quintard dira que c'est même difficile de le savoir. Et donc on est là face à des sommes, même indépendamment de la question écologique qui est évidemment importante, on est là face à des sommes qui sont en fait colossales en réalité. Merci beaucoup Édouard. Christophe, est-ce que tu veux toi aussi répondre à cette question? Quel enjeu? Comme je l'ai dit à la première réponse, il y a un décrochage effectivement de la masse salariale par rapport à la masse cotisable, et ça, il faut absolument mettre fin. Et pour rétablir aussi l'importance des cotisations sociales, nous, en tant que mouvement syndical, on dit aussi qu'il est important de remettre en place une vraie négociation salariale, qu'on nous libère un peu du carcan qu'on nous a mis avec la loi 96 qui a été revisitée par le gouvernement, moi je l'appelle Michel de Wever, d'autres Michel de Bloch, ça dépend quel est l'angle d'attaque. Et actuellement, on est dans un carcan et donc on nous compare tellement avec les autres pays, mais en pipant les dés parce qu'il y a toute une série de cadeaux qui sont faits aux entreprises qui ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial, qui fait qu'on ne sait pas avoir des augmentations salariales décentes qui passeraient par des augmentations de cotisations parce que effectivement, les gens contribueraient plus, tant fiscalement que socialement, au financement de l'État globalement. Et donc, tout est dans tout par rapport à ça. Effectivement, si on a une plus grande liberté de négociation et qu'on peut aller chercher des augmentations salariales plus importantes, ça permettra d'avoir une masse salariale plus importante cotisante. Le fait est qu'on nous a mis dans ce carcan de l'austérité salariale et malheureusement, comme le disent certains chez nous, le pouvoir d'achat, c'est une sorte de drogue. Alors les gens courent derrière et ils cherchent la voie la moins imposée, la moins contributive. Et c'est comme ça qu'on voit des systèmes qui se développent où il n'y a pas de contribution sociale et fiscale. Ce que je voudrais ajouter, qui n'est pas négligeable, me semble-t-il, c'est aussi que ces avantages de toute nature, ils sont fortement genrés. Il faut savoir que pour la voiture de société, il y a 25% d'hommes qui en bénéficient, il n'y a que 11% de femmes. Donc c'est aussi effectivement par rapport à, et ce n'est pas le seul avantage de toute nature qui est un tel label mauvais en termes d'égalité de genre, c'est quelque chose aussi qu'au niveau syndical, au niveau de la FGTB, au sein de la FGTB, on essaie de combattre parce que c'est effectivement très problématique en termes d'égalité des genres. Et donc, en fait, ce qu'on retient sur cette proposition numéro 6, c'est finalement que ça fait plus de 10 ans que de nombreux avis officiels circulent sur son côté inégalitaire et sur ses effets néfastes, mais que ça n'avance pas. Mais c'est peut-être le moment où on va pouvoir lutter contre cet avantage en toute nature, qui est une vraie menace, en fait, pour le système de solidarité et qui a montré toute sa puissance pendant cette crise, et que dès lors, on a intérêt aujourd'hui à porter cette proposition dans l'espace public et dans l'espace de débat. Et
C'était notre dernière proposition aujourd'hui dans le cadre de cette émission. J'en profite pour placer qu'à la rentrée, au mois de septembre, on prolonge les débats. Et encore sur la question de la sécurité sociale, on n'a pas encore fait le tour aujourd'hui, mais donc on se donne rendez-vous en septembre. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que ces propositions vont faire des émules, que vous allez diffuser ces capsules vidéo parce qu'elles ont encore une vie devant elles et un chemin à faire. Tout à fait. N'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à nous faire des retours. Vous pouvez toujours nous contacter via les pages Facebook qui ont diffusé cette émission pour nous donner votre avis, vos réflexions. Et on cède tout de suite la parole pour une non-conclusion de cette émission à Paul Herman. Alors voilà, on est venu vous trouver comme ça au début d'une période qu'on ne sait plus vraiment comment appeler. De quoi les vacances sont-elles désormais le temps ? On se le demande. Et de quoi le temps de l'année a-t-il été fait ? Comment a-t-il été découpé ? Ce premier semestre n'était pas celui que nous attendions, et c'est peut-être bien cela à quoi il faut désormais nous attendre, que nous ne nous attendions pas à ce qui pourtant nous attend. Ça devient franchement compliqué de parler du monde. Nous avons de plus en plus de problèmes avec les manières de le nommer, de nommer ce qui nous arrive. Cette émission, par exemple, s'appelle « Distance sociale ». Pour prendre précisément des distances avec cette distanciation sociale que l'on nous a vendue depuis le mois de mars. Et l'emploi de ce qualificatif social, lié à ce mot « distance », en dit beaucoup. On dit énormément sur les communicants qui l'ont imposé dans l'opinion publique, comme ils ont imposé aussi les gestes barrières. Distance, barrière, barrière, distance. Cette méfiance et cet éloignement ne font pas société. Ou plutôt, ils défont société. C'est pas comme ça que nous sortirons d'une crise sanitaire qui n'est bien entendu pas une crise et qui n'est pas sanitaire. Mais si on nous parle mal, nous avons des yeux tout de même et nous avons bien vu que notre système était vulnérable, qu'il ne tenait que sur une courte distance justement. Nous avons bien vu qu'ils sont arrêtables puisque précisément, ils se sont arrêtés. Et l'on voudrait nous faire croire pourtant qu'ils sont, dans certains cas, intangibles, immuables, pas modifiables et qu'ils ne changeront pas, que les inégalités resteront des inégalités, que les pauvres resteront pauvres, sauf qu'ils seront plus nombreux, enfin plus nombreuses, parce que la pauvreté est assez souvent au féminin, monoparentale, allocataire, tout ça, on sait bien. Plus nombreuses, plus nombreux les pauvres. C'est étrange, n'est-ce pas ? Alors que les personnes les plus mal payées dans notre société sont pourtant celles qui l'ont maintenue à flot. Cette société précaire a été sauvée par ces précarisés. Elle risque aujourd'hui de les rejeter. Il va y avoir du monde à la mer, au chômage, au CPS, dans la rue ou nulle part, perdu de vue aussi des surnuméraires partout. C'est la raison pour laquelle nous avons raison d'avoir des revendications fermes, tenaces, durables, l'augmentation des minima sociaux, l'abandon de la stigmatisation du statut de cohabitant, la régularisation des sans-papiers, le relogement des personnes sans-abri, la réduction collective du temps de travail, pour n'en prendre que quelques-unes. Ces revendications sont essentielles, mais nous ne les ferons aboutir que si nous parvenons à faire récit de l'aventure que ça constitue pour une société d'éradiquer la pauvreté. Les 6 propositions que nous avons présentées et débattues aujourd'hui, c'est ça. C'est le début d'un horizon. Ce sont des mots nouveaux dans le social, monnaie complémentaire, carte carbone, changement de la donne de la propriété, l'eau comme commun, la réparation comme moyen, la sécurité sociale financée par les privilèges, etc., etc. Cet horizon est aussi un horizon de rupture. Mais c'est un point après lequel notre ticket redevient pourtant étrangement valable. Nous pouvons recommencer à imaginer autre chose que des cohortes de gens livrés à la charité d'où qu'elles viennent, et par exemple, et y compris, de l'État. Ah, décidément, nous avons besoin de mots qui nomment le social autrement que comme une distance. Nous avons besoin de mots qui disent la proximité du social avec le climat, avec l'environnement, avec ses chaleurs qui montent, avec ses eaux qui manquent. Nous avons besoin de gestes qui ne font pas barrière. Et s'il se trouve qu'ils aient besoin parfois de se faire barricade, alors nous les déplacerons de quartier en quartier, de rue en rue, de maison en maison, parce que la solidarité, c'est toujours une bonne adresse. Bel été, belles vacances, ou comment que vous les appeliez.